Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Maître Richard Gisagara, il est avocat au barreau de Pontoise et de Kigali. Merci maître d'être resté. Étienne Sanzimana, vous êtes membre de l'association Ibuka, l'une des trois associations qui ont porté plainte contre la banque française BNP Paribas. Merci à vous également d'être resté. Et maître Brice Nzamba est également avec moi. Merci maître. Alors, quelle peut être la portée de la plainte déposée le 29 juin 2017 contre la banque française BNP Paribas? Que recherchent les plaignants? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Deo Garcias Podo. Pour la première fois, une banque française se retrouve au cœur des soupçons de complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Jeudi 29 juin 2017, trois associations ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la banque BNP Paribas. Les associations Sherpa et Ibuka, soutenues par le collectif des parties civiles pour le Rwanda, accusent le groupe bancaire français d'avoir permis le financement de l'achat de plusieurs tonnes d'armes ayant servi au massacre des populations civiles au Rwanda. La vente visée par la plainte s'est déroulée à la mi-juin 1994. 80 tonnes d'armes auraient été livrées aux forces armées rwandaises qui ont participé à un génocide qui a fait des centaines de milliers de victimes. C'est effectivement une première en France sur ce fondement contre une banque. Il est difficile de croire qu'un ordre de virement provenant d'une banque nationale du Rwanda en plein génocide, en plein embargo, n'ait pas éveillé les soupçons de la BNP, surtout lorsqu'on connaît l'identité et l'activité du destinataire du virement d'1,3 million de dollars, donc une somme conséquente, qui ne se cachait pas d'être un courtier d'armes. Pour soutenir leur plainte, les associations s'appuient sur plusieurs documents, entre autres un rapport de l'ONG Human Rights Watch datant de mai 1995 et des documents de la Commission internationale d'enquête mandatée par le Conseil de sécurité pour enquêter sur la violation de l'embargo sur les armes de janvier 1996 à novembre 1998. Elles affirment que le groupe bancaire international, aujourd'hui présent dans plus de 70 pays à travers le monde, aurait autorisé courant juin 1994 des transferts de fonds pour plus de 1,3 million de dollars au profit d'une société en courtage d'armes. C'est un crime qui concerne non seulement le Rwanda, mais le monde entier. Et chaque fois qu'on découvre des gens impliqués dedans, on les poursuit. Il y a une allégation que cette banque a aidé à l'achat de tonnes d'armes et munitions qui étaient transférées aux troupes et aux miliciens rwandais. Alors, c'est normal qu'il y ait un effort pour poursuivre ces gens. Jusqu'à présent, on poursuit des Rwandais, mais alors qu'il y a des éléments étrangers qui ont été impliqués dedans, notamment, éventuellement, et la responsabilité des unitaires banques. Donc, Paribas peut être établi. Alors, pour moi, c'est très important parce que ça donne à la justice sa vraie nature. Selon certaines sources, une vingtaine de dossiers liés au génocide au Rwanda seraient actuellement instruits en France par une équipe d'enquêteurs et de magistrats spécialisés sur les crimes contre l'humanité. 23 ans après les massacres, le sujet fait toujours l'objet de vives controverses et de batailles judiciaires pour situer les responsabilités. Dans tous les cas, c'est la première fois qu'une banque française est citée dans une affaire aussi sensible que le génocide rwandais. Monsieur Sanzimana, là, je m'adresse aux membres de l'association Ibuka qui a porté plainte contre la banque. Comment doit-on s'imaginer les faits? Vous pensez que la banque a intentionnellement et en toute connaissance de cause opéré ce transfert, donc pour nourrir à terme le génocide qui a lieu dans votre pays, ou alors c'est un soupçon d'omission? Comment vous l'imaginez, puisque votre association a porté plainte contre la banque? Merci. L'objet de la plainte, oui. Ce qui a été déposé comme plainte, c'est complicité de génocide et de crimes contre l'humanité et crimes de masse. Ah, oui. Donc je pense que c'est d'une lourdeur évidemment pas banale et que ces trois associations qui sont connues pour leur sérieux, le CPCR se bat depuis des années en France, oui, et ailleurs pour poursuivre les suspects du génocide commis contre les Tutsis. Oui. Ibuka est une institution maintenant dans plusieurs pays et est reconnue. Sherpa a plusieurs dossiers à son actif qui l'ont rendu célèbre dans d'autres affaires aussi.
ces 3 associations n'allaient pas s'amuser à poursuivre une grande institution qui est beaucoup plus puissante que certains États, s'amuser à la poursuivre comme ça. Donc je pense que les charges sont lourdes, évidemment. Mais c'est quoi votre conviction? Dites-moi, vous pensez que la BNP Paribas avait intentionnellement fait ce transfert pour nourrir le génocide qui avait cours dans votre pays? Je ne me hasarderai jamais à affirmer cela et personne de censé ne peut pas. Quelle est la conviction qui fonde la plainte déposée par votre association? Tout en n'étant pas juriste, je suis persuadé que non seulement au-delà de la portée pédagogique qui sera au-delà quand ce procès aura été, quand des condamnations éventuelles auront été prononcées, ça aura une grande portée évidemment pédagogique et doctrinaire pour toutes les autres organisations qui sont très puissantes, qui peuvent être amenées à négliger certaines de leurs obligations et laisser se perpétrer des crimes. Mais au-delà de ça, je pense que la symbolique est très lourde. Et c'est très important que des associations comme Ibuka soient absolument partie prenante de ça. Tout à fait. Vous avez raison de parler de portée pédagogique. Maître Gisagara, dites-nous, au vu des éléments qu'il y a dans ce dossier, quelle est votre conviction? Excusez-moi. Comment doit-on imaginer concrètement ce qui est reproché à la banque? Omission ou participation volontaire au génocide? Pour dire les choses simplement. Quand on parle de complicité, enfin, en tout cas, les faits sont là. Les faits sont là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la responsabilité pénale, mais nous sommes là pour constater les faits à cette étape de la procédure. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prononcer sur la culpabilité ou pas au sens juridique du terme. Mais ce qui est certain, c'est que les faits qui sont là sont très troublants et c'est pour ça qu'une plainte a été déposée. Après, il appartiendra à la justice. Moi, je suis auxiliaire de justice, donc je ne vais pas me prononcer avant qu'il y ait une décision avec toutes les étapes ne soient franchies. Donc au bout de la chaîne, il y aura une décision qui nous dira si on peut considérer que les faits qui sont troublants actuellement. Tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que les faits sont là, ils sont troublants. Et à la fin, on verra bien s'il y a réellement complicité au sens pénal du terme. Mais ce que je voulais dire, parce que votre question consistait à connaître la portée de cette plainte, pour moi, cette plainte a vraiment d'une très grande portée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup focalisé d'abord, évidemment, sur les acteurs qui ont tenu la machette, qui ont touché la gâchette, donc du fusil qui a servi à tuer un million de personnes. On a également parlé, dans un deuxième temps, des politiciens qui étaient derrière ceux qui ont tué, mais on n'a pas beaucoup parlé des acteurs économiques et financiers qui sont à côté. Or, comme vous le savez, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. C'est cela. Et c'est aussi le nerf d'un génocide. Un génocide, ça nécessite beaucoup de moyens. On ne peut pas tuer un million de personnes sans moyens. Et ces moyens ont été apportés par des acteurs économiques. Maître Gisagara, deux petites choses, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, la banque a opéré le virement en juin. C'est exact. Le drame a commencé en avril. Certains pourraient dire que le mal était déjà fait. Pas du tout, pas du tout. Oui, le mal était déjà fait, oui, mais il n'était pas terminé, le mal. Le mal a continué jusqu'au mois de juillet. Donc il faut rappeler que le génocide a duré 100 jours. C'est à partir du 7 avril, même 6 avril au soir, jusqu'au 4 juillet, à la date à laquelle le FPR a réussi à mettre en fuite le régime qui a commis ce génocide. Donc au mois de juin, il restait encore beaucoup de personnes qui étaient en vie, qui n'auraient pas été tuées si ces armes, on parle là de 80 tonnes d'armes. 80 tonnes d'armes qui étaient... Et voilà, il y a plusieurs personnes, des millions de personnes qui ont été tuées, pas des millions, parce qu'on parle globalement des chiffres des millions, qui ont été tuées à 100 jours. Donc, au mois de juin, on était juste tout simplement au milieu. Donc il restait, si je me permets ce calcul arithmétique, 500 000 personnes. Je peux compléter très rapidement, M. Santiment. Vous dites qu'en juin, peut-être le mal était déjà fait, parce que la résolution des Nations Unies qui appose un embargo contre la livraison d'armes, c'était le 15 mai. Oui, bien sûr. Pour beaucoup de Rwandais, le mal était déjà fait. Beaucoup. On pourrait dire que c'était déjà terminé. Il y a des gens qui auraient dit... Même l'opération turquoise, dont on parlera tout à l'heure, mais la livraison qui s'est faite le 14 et le 16 juin, donc autorisée par la BNP, allait renforcer le pouvoir des miliciens qui étaient encore à l'œuvre à Gisenyi et ailleurs.
et renforcer aussi la fuite pour aller se reconstituer et reconstituer une force menaçante pour le Rwanda au Congo. Et échapper à les responsabilités. Maître Nzamba, oui. Un de nos confrères, Patrick de Saint-Exupéry, pour ne pas le nommer, vient de publier un article dans lequel il fait état de ce que la France politique, en 1994, avait bel et bien participé, en tout cas armé, le gouvernement génocidaire rwandais. On est encore aujourd'hui à rechercher la responsabilité politique de la France, dont l'une de ses banques est mise en cause dans ce dossier. Oui, bah, écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que cette affaire de complicité de génocide est une affaire qui, ma foi, ouvre plusieurs perspectives. Hein. Donc moi, j'aimerais déjà préciser que bon, on n'est pas complice sans le savoir. Hein. On n'est pas complice comme ces bourgeois gentilshommes qui faisaient de la prose sans le savoir, M. Jourdain. Donc quand on est complice, c'est que forcément, ou quand on soupçonne quelqu'un d'être complice, c'est que forcément on a des faits, des natures à faire penser que la personne savait pertinemment que ces virements allaient servir à acheter des armes. Voilà. Donc maintenant, sur la portée, il faut d'abord voir la portée morale. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où ces associations qui se sont constituées partie civile et donc qui ont ouvert cette action, en fait, viennent un peu secouer un peu le ciel aussi bien médiatique français et puis interpeller aussi les banques à leur éthique. Hein. Il y a l'éthique de la banque, c'est-à-dire que les banques sont là pour aider à l'économie, aider à financer l'économie, mais les banques ne doivent pas être là pour aider à financer les crimes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette plainte, quelque part, nous appelle ou interpelle les banques à leur éthique. Donc ça, il y a déjà une certaine portée. Bon, le mot moral est un peu parfois un peu... Voilà, je dirais pas une portée... Il y a une portée pédagogique. Il y a une portée éthique, pédagogique, pour responsabiliser davantage les banques en disant que, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc vous, c'est vous qui gérez l'argent, c'est vous qui administrez l'argent. Il faudrait que vous fassiez attention aux personnes donc, qui bénéficieraient de vos opérations bancaires. Ça, c'est le premier point. Très rapidement. Le premier point, c'est la portée éthique ou pédagogique. Il y a aussi la portée, il faut le dire, il y a aussi une portée politique. Il y a une portée politique parce qu'aujourd'hui, on revient encore, le problème du Rwanda, notamment du génocide des Tutsis au Rwanda, revient encore sur la scène. Revient sur la scène et donc exige d'une certaine manière que l'État français, d'une manière ou d'une autre, via le service public de la justice, qui est autonome et pas indépendant comme on le sait, puisse aussi prendre sa part de responsabilité en disant le droit. À propos de responsabilité, dites-nous très rapidement, Maître Nzamba, excusez-moi de reposer autrement la question. La France pouvait-elle ignorer, je veux dire, la France politique, pouvait-elle ignorer qu'un tel virement avait été fait? Écoutez, moi, je ne suis pas Madame Irma, hein, mais bon, j'essaie de rester raisonnable. Ce que je sais, c'est que la France est un État puissant, qui a des moyens de renseignement colossaux. C'est ça. Et par conséquent, je trouverais cela extraordinaire qu'un tel virement, ayant abouti sur le compte bancaire d'un marchand d'armes, sachant son activité, que tout cela ait été ignoré. Moi, j'ai un doute raisonnable là-dessus. Bon, après, je ne suis pas Madame Irma, comme j'ai dit. Il a un doute raisonnable. Et vous, Maître Gissa Gara, vous pensez que les autorités, ne serait-ce que les autorités du ministère de l'économie et des finances, pouvaient ignorer qu'un tel virement avait été fait? Je partage tout à fait l'avis de mon confrère. Je pense que les autorités françaises à l'époque ne pouvaient pas ne pas savoir que cet argent allait servir à acheter des armes, que ces armes... Vous êtes en train de nous expliquer que la France a laissé faire, que le gouvernement français d'alors a laissé faire. S'il est avéré que les faits ont eu lieu comme ils sont rapportés dans ce reportage, qui pour aujourd'hui n'a pas fait l'objet de... il n'y a eu aucune action aujourd'hui en justice pour diffamation ou autre. Donc si les faits sont avérés, si les faits ont eu lieu comme ils sont rapportés dans les journaux, et donc, à mon sens, je dirais à ce moment-là que l'État français ne pouvait pas ne pas savoir. Si c'est avéré, qu'est-ce qui va se passer si c'est avéré effectivement que la banque savait que le but pour lequel le virement a été fait, de même que le gouvernement français, votre association qui a porté plainte, quelles conséquences allez-vous tirer, Monsieur Sanzima Anan? On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein. On attend quand même. Je voudrais me ranger à la prudence de mes amis avocats ici présents, mais vous dire aussi, c'est une bonne occasion pour les journalistes d'inviter les personnes interpellées dans cet excellent article de Revue 21 et
Pour l'instant, je ne les vois sur aucun plateau interviewés pour qu'on leur demande vraiment si c'est vrai. Mais permettez-moi aussi de vous interpeller par rapport à un point, Monsieur Sanzimana. Excusez-moi. Il est tout à fait compréhensible et acceptable que votre association porte plainte contre une banque française pour complicité de génocide. Mais avez-vous cherché à savoir les auteurs du déclenchement du génocide? C'est aussi important. Ceux qui, oui. Avant de parler de complices, il y a forcément des acteurs directs. Est-ce que votre association a déjà mené des démarches dans le sens de savoir qui est responsable du déclenchement du génocide au Rwanda? Évidemment, je pense que c'est le but de toute justice au Rwanda, comme pour le TPIR, tout ce qu'on voulait absolument que le TPIR puisse un jour ou l'autre démontrer. Non, le TPIR a fermé, c'est pas depuis 2015, oui, je sais, fini. 2015, c'était Mais je pense que justement, on a énuméré un certain nombre de rapports, des noms des commanditaires. Le Rwanda a mis à la disposition de la justice internationale le nom des commanditaires, des têtes pensantes du génocide. Maître Gisagara, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la même question. Deux versions officielles aujourd'hui s'affrontent. La première dit que le Falcon 50 du président Juvenal Habyarimana a été abattu par l'actuel président rwandais. Une deuxième version dit que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu le Falcon 50. Eh bien, moi je vais vous répondre très rapidement, comme vous me dites. Nous savons qu'il y a eu un génocide au Rwanda qui a fait 1 million de morts. Alors maintenant, ma question est de savoir à quoi est-ce que c'est important de savoir, de connaître la personne qui a abattu l'avion dans lequel était le président de... C'était l'élément déclencheur du génocide. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un génocide. Oui. Les auteurs du génocide sont en train d'être poursuivis. Et je vois mal les auteurs de ce génocide se retourner contre l'auteur, contre la personne qui est responsable de ce crash de l'avion. C'est important de le savoir. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de le savoir. Absolument. Mais pour moi, c'est juste une pirouette qui est utilisée aujourd'hui par plusieurs personnes qui sont impliquées dans le génocide, qui essaient de renvoyer vers ce crash, ce crash d'avion pour savoir. Pour moi, c'est juste une pirouette. Aujourd'hui, les personnes qui sont poursuivies pour les faits qu'ils ont commis. Maintenant, se retourner ou essayer de noyer le poisson pour essayer c'est un mystère aussi. J'aimerais bien le connaître, moi aussi. Mais je pense que ce n'est pas très important. Enfin, aujourd'hui, c'est deux choses distinctes. Si on poursuit ceux qui ont commis le génocide, il est là, il ne peut plus être contesté actuellement. Après, les responsabilités d'Assocrash pourront aussi être reconnues un jour. Mais vous avez raison, maître. Les deux choses ne peuvent pas être liées. Ce qui est important aussi, c'est le traitement judiciaire qui est fait du génocide des Tutsis au Rwanda, mais on en parle. Et en termes de bilan du tribunal pénal international, on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.